Dans les ténèbres, les pleurs du bébé résonnaient, esselés. Nul ne venait, nul ne posait une main sur lui, persuadés qu'ils ne pouvaient rien voir du monde qui l'entourait. Cependant, la vérité que Chloé Dubois s'apprêtait à mettre au jour allait pulvériser ce mensonge et faire basculer sa propre existence dans le danger. Elle avait franchi le seuil de la grande maison de campagne en Provence à peine 3 heures auparavant, l'estomac creux et les mains agitées d'un tremblement qu'elle ne parvenait pas à maîtriser. Cet emploi était sa dernière chance, un besoin aussi désespéré que vital. Le long trajet de 2 heures depuis sa petite bourgade du Limousin avait englouti ses dernières économies, la laissant sans un sou mais animée d'une détermination sans faille. La propriété, un mas provençal en pierre dorée cerné par des champs de lavande, était d'une beauté à couper le souffle, mais une atmosphère de profonde mélancolie semblait peser sur les lieux. « Vous êtes la 10e en l'espace de 3 mois, avait articulé Stéphane Garnier, sans la gratifier d'un regard. Sa voix était monocorde, vidée de toute inflexion. Mon fils Léo a 8 mois. Il est né aveugle. La nourrice précédente est partie il y a 3 jours. Les autres n'ont pas tenu. Stéphane Garnier était l'un des magnats les plus craints de France, un homme dont la réputation de prédateur dans le monde des affaires n'était plus à faire, pourtant les ombres violacées sous ses yeux racontaient une histoire bien plus sombre que la simple fatigue, c'était l'expression d'un renoncement total. « Je ne partirai pas », avait affirmé Chloé, sa propre voix d'une solidité qui la surprit elle-même. Cette souffrance, elle la comprenait intimement. Sa jeune sœur, née aveugle elle aussi, s'était éteinte dans ses bras à l'âge de 5 ans, victime d'une maladie foudroyante. La cicatrice de ce deuil ne s'était jamais refermée. Stéphane l'avait guidée à travers d'interminables corridors silencieux, où les murs de pierre semblaient étouffés jusqu'au bruit de leurs pas, jusqu'à une porte close au bout d'une aile reculée. N'entrez ici qu'en cas d'absolue nécessité. Il est mieux seul. L'ordre était tombé, sec et sans appel. Chloé se mit au travail, s'affairant à nettoyer la demeure tentaculaire. 2 heures plus tard, un sanglot ténu, presque inaudible, se fraya un chemin jusqu'à elle. Le bruit provenait de la chambre du nourrisson. Bafouant la consigne de son employeur, elle actionna la poignée avec une lenteur infinie. La scène qui l'accueillit lui serra la gorge. Léo gisait dans son berceau, terriblement seul, le visage congestionné et boursouflé par des pleurs qui avaient dû durer des heures. Ses vêtements étaient chiffonnés et sa couche, manifestement sale, témoignait d'une négligence prolongée. Une odeur âcre et désagréable imprégnait l'air. Sans la moindre hésitation, Chloé entra et le souleva. Le petit corps se cramponna à elle avec une urgence poignante, ses doigts s'agrippant à son corsage comme un naufragé à son radeau. « Calme-toi, mon petit ange, je suis là maintenant », chuchota-t-elle en le berçant tendrement. À ce moment précis, un rayon du soleil déclinant traversa la fenêtre, inondant la pièce d'une lueur chaude. Sa croix en argent, qu'elle ne quittait jamais, intercepta la lumière et projeta un reflet éblouissant sur le mur opposé. Léo pivota vivement la tête. Ses yeux, que l'on disait éteints, suivirent le point lumineux. Le cœur de Chloé suspendit sa course. Pour en avoir le cœur net, elle fit osciller doucement la croix vers la gauche. Les pupilles du bébé suivirent le mouvement. Puis vers la droite. Elles suivirent à nouveau. Grand Dieu, expira-t-elle, des larmes chaudes dévalant ses joues. Tu vois. Ce n'était pas un simple réflexe, c'était une certitude fulgurante. Cet enfant n'était pas aveugle. Quelqu'un avait menti. Un mensonge d'une cruauté insondable, qui avait condamné un être innocent à une solitude glaciale dans un monde de ténèbres. Mais alors, une question plus effrayante encore fit surface, à qui profitait cette imposture, et que risquait-elle en découvrant la vérité? Chloé referma la porte de la chambre de Léo, ses mains si tremblantes qu'elle peina à trouver le loquet. La croix en argent oscillait à son cou, soudainement pesante, chargée d'un secret insoutenable. Son esprit était un tourbillon de questions insolubles. Si Léo voyait, pour quelle raison Stéphane Garnier, un homme si influent, pouvait-il être à ce point persuadé du contraire? Elle inspira profondément et descendit l'escalier, s'efforçant d'arborer une expression neutre. Perdre cet emploi était inenvisageable. Mais la vérité qu'elle portait en elle était un feu dévorant. Dans l'immense cuisine, une femme d'un certain âge, Monique, lustrait des assiettes avec une application mécanique. « Vous devez être la nouvelle », lança-t-elle sans se retourner. « Je me nomme Monique Lefebvre. Je suis au service de la famille depuis 20 ans. Je suis Chloé Dubois. Ravi de vous rencontrer. »
Monique la dévisagea du coin de l'œil, le regard pénétrant. Une vingtaine de filles sont passées par ici ces 6 derniers mois. Aucune ne reste plus de 15 jours. Savez-vous pourquoi? Le petit. Les nurses diplômées que M. Garnier fait venir le trouvent dérangeant. Il ne pleure pas normalement, ne bouge pas comme les autres. On dirait qu'il est creux à l'intérieur. Je m'en occupe en leur absence, mais, elle hésita, c'est pénible. Un frisson d'effroi parcourut Chloé. Le portrait qu'elle brossait était l'antithèse de ce qu'elle venait de constater. Léo était vivant, réactif. Et vous, quelle est votre opinion? Demanda Chloé d'une voix feutrée. Vous qui le côtoyez, qu'avez-vous pu observer? Monique reporta son attention sur sa tâche. Mon opinion est qu'il y a des secrets dans cette demeure qu'il vaut mieux ne pas chercher à percer, répliqua-t-elle sur un ton qui tenait davantage de la mise en garde que du conseil. Je fais ce que je peux pour lui, mais cet enfant mieux vaut ne pas trop s'en approcher. Cette nuit-là, le sommeil fuit Chloé. Aux alentours de 2 heures du matin, elle perçut de nouveau ce sanglot étouffé qui lui déchirait l'âme. C'était Léo. Elle quitta son lit et traversa le corridor à pas de loup. La demeure était plongée dans une pénombre oppressante. La porte de la chambre était juste entr'ouverte. Elle la poussa avec précaution. Léo était agité dans son berceau, le visage pourpre et les poings crispés. Depuis combien de temps pleurait-il ainsi, seul? Elle le serra contre elle. Ses pleurs s'estompèrent, laissant place à de petits soubresauts. Chloé le berça, fredonnant une mélodie de son enfance. Et c'est alors que, sous le clair de lune qui filtrait par la croisée, Léo la dévisagea. Non pas avec le regard absent d'un non-voyant, mais avec l'intensité et la curiosité d'un enfant qui contemplait un visage pour la première fois. Il n'est pas aveugle, se dit Chloé avec une conviction inébranlable. Et on a sciemment menti pour que son père le croie condamné à l'obscurité. Qui a pu te faire une chose pareille, mon pauvre petit? Murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. Un craquement la fit tressaillir, des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit à la volée. Stéphane Garnier se dressait sur le seuil, son visage une étude de stupéfaction et de colère glaciale. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était un grondement sourd. Il pleurait, je ne pouvais pas le laisser comme ça, se défendit Chloé, le cœur battant la chamade. Stéphane s'approcha et lui ôta l'enfant des bras avec une brusquerie qui la choqua. « Je vous avais interdit d'entrer sans ma permission. » Léo se remit à hurler, tendant désespérément ses bras vers Chloé, mais son père n'en eut cure et le redéposa dans son lit sans un regard. Le jour suivant, Chloé alla trouver Monique. Cet enfant pleure chaque nuit depuis qu'il est né, et personne ne bouge. Pourquoi? Monsieur Garnier ne supporte pas sa présence, l'interrompit sèchement Monique. Depuis le départ de Madame Sandrine, ce n'est plus le même homme. Il est devenu distant, dur. Comme s'il tenait l'enfant pour responsable. Responsable de quoi, au juste? Monique baissa le ton. Léo est né dans une clinique privée de la région. Tout allait bien, en apparence, jusqu'aux examens du docteur Bertrand. Il a diagnostiqué une cécité congénitale complète et irréversible. 15 jours après, Sandrine a fait ses bagages, laissant derrière elle un mot disant qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'un enfant anormal. Une rage sourde monta en Chloé. Et Monsieur Garnier s'est emmuré dans le silence, poursuivit Monique. Il a engagé des spécialistes à prix d'or, mais aucune n'est restée. Il ne leur a jamais permis de s'approcher de Léo, comme s'il voulait protéger le petit ou se protéger lui-même. Un dernier conseil, Chloé, ajouta Monique. Si vous tenez à votre place, cessez de poser des questions, et par-dessus tout, ne vous attachez pas à ce gamin. Trop tard. Le lien était déjà tissé, et une petite voix au fond d'elle lui criait que tout ceci n'était qu'une sinistre mascarade. L'après-midi même, en faisant le ménage dans le bureau de Stéphane, Chloé avisa un dossier en carton au nom de Léo. À l'intérieur, des comptes rendus médicaux signés du docteur Nicolas Bertrand, assénant tous le même diagnostic, cécité congénitale totale, irréversible, pronostic nul. Mais un élément clochait, la première évaluation avait été faite le jour de sa naissance. C'était invraisemblable. En feuilletant, elle découvrit une note manuscrite, « Stéphane, c'est pour le mieux, fais-moi confiance. NB. » Un bruit la ramena à la réalité, Stéphane rentrait. Chloé referma le dossier et s'éclipsa, le pouls affolé.
La peur la paralysait, mais la certitude était là, implacable, Léo voyait, et une conspiration avait été montée pour le faire passer pour aveugle. Le lendemain, Chloé prit une décision folle. Profitant de la sieste de Monique, elle pénétra dans sa chambre. Dissimulée dans une boîte à chaussures, elle mit la main sur une enveloppe gonflée de billets et un message « Monique, merci de votre fidélité. Veillez à ce que personne ne s'approche trop de l'enfant, en particulier les nouvelles. SL. SL. Sandrine Leroy. » Monique était dans le coup. « Que faites-vous ici ?» La voix de Monique, tranchante comme une lame, la cloua sur place. Elle était sur le seuil, le regard assassin. « Vous saviez depuis le début, » balbutia Chloé. « Vous n'avez pas idée de l'endroit où vous avez mis les pieds, ma fille, siffla Monique. Cette famille est gangrenée. Vous n'êtes qu'une domestique. Votre parole ne vaudra rien. Monsieur Garnier, lui, me croira quand il verra ça, dit Chloé en brandissant les preuves. Monsieur Garnier ne veut rien savoir de la vérité, rétorqua Monique. Car la vérité l'obligerait à admettre que sa femme l'a bafoué, que son médecin l'a trahi et que son propre fils est la victime d'un complot. Mais Léo a droit à une chance. Léo est mieux ainsi, à l'abri de tout. Fuyez pendant que vous le pouvez encore. Je ne fuirai pas, affirma Chloé. Je ne l'abandonnerai pas. Cet après-midi-là, Stéphane s'absenta. Chloé était seule avec Léo. C'était le moment ou jamais. Elle le prit sur ses genoux et agita un hochet devant ses yeux. Le bébé le suivit du doigt. Le doute n'était plus permis. C'est alors qu'elle entendit du bruit au rez-de-chaussée, un retour inopiné. Elle descendit et découvrit Stéphane dans le vestibule. Il était accompagné du docteur Nicolas Bertrand, l'architecte de ce cauchemar. « Ah, vous voilà, la nouvelle recrue », lança le médecin avec un sourire huileux. « Je passais pour la visite de contrôle de Léo. Stéphane m'a dit qu'il était un peu nerveux ces temps-ci. Rien d'étonnant chez les enfants atteints de cécité. Leurs autres sens sont exacerbés, ce qui peut créer des réactions que l'on confond à tort avec la vision. » Le médecin examina Léo. Au grand désarroi de Chloé, l'enfant resta impassible face au faisceau lumineux. Il ne bougea pas d'un cil, comme s'il comprenait le danger. Le médecin afficha un air satisfait. Aucune réaction oculaire, comme prévu. Le diagnostic est confirmé. Mais en remballant son matériel, Léo tourna la tête vers ses mains. Dans son regard, Chloé lut une émotion qui la pétrifia, la terreur. Le bébé le reconnaissait. « Monsieur Garnier, » dit Chloé, la voix étranglée par l'émotion. « Pourrais-je vous parler un instant, en privé ?» Une fois le médecin dans le bureau, Stéphane la toisa. « Qu'est-ce qui est si pressant ?»« Monsieur Garnier, votre fils voit. » Le silence qui s'ensuivit fut total, presque violent. « Léo n'est pas aveugle, » insista Chloé. « Il suit les objets, il réagit à la lumière. Cet enfant peut voir. » Vous êtes en train de sous-entendre que tous les spécialistes qui l'ont vu se sont trompés? Pas trompés. Je dis que l'un d'eux a menti. Cela suffit. La coupa-t-il. Je vous interdis d'alimenter de faux espoirs. Léo a été examiné par le meilleur pédiatre de France, qui se trouve être mon meilleur ami. Votre meilleur ami? Répliqua Chloé en sortant de sa poche les photos des documents compromettants. Celui qui entretenait une liaison avec votre femme. Stéphane saisit les clichés, les mains parcourues de spasmes. À la vue de la première photo, son visage devint cireux. Puis il les laissa tomber, comme s'ils étaient incandescents. Où avez-vous trouvé ça? Sa voix était à peine un murmure. Dans le dossier médical de Léo, dans votre bureau. Impossible, accordez-lui juste une chance, implora Chloé. Regardez-le, vraiment. Vous verrez la même chose que moi. À cet instant, le docteur Bertrand sortit du bureau, l'air grave. Stéphane, il faut qu'on parle. Ses yeux tombèrent sur les photos. Son visage se décomposa. C'était la panique à l'état pur. Je crois que c'est moi qui devrais te demander des explications, Nicolas, dit Stéphane en se baissant pour ramasser les preuves. Stéphane, cette femme te monte la tête, elle ment. C'est toi qui mens. Explosa Stéphane. Ça, c'est un mensonge? Toi et Sandrine? Dis-moi pourquoi mon meilleur ami,
l'homme à qui j'ai confié mon fils, couchait avec ma femme. Le médecin blêmit. Au même moment, Léo se mit à pleurer. Chloé se précipita vers lui. Sous la lumière du lustre, l'enfant tendit la main vers la croix en argent de Chloé. Le reflet attira son regard, et ses yeux suivirent le pendule, gauche, droite, haut, bas. Mon Dieu, il voit, sanglota Stéphane en s'effondrant. Le docteur Bertrand recula. Non, c'est impossible. De simples réflexes, mais Stéphane ne l'entendait plus. Il s'empara d'une lampe de poche et la dirigea vers Léo. Le bébé sia, tourna la tête, suivant la source lumineuse. Ses yeux se posèrent sur le visage de son père. Et pour la première fois, Stéphane fut véritablement vu par son fils. Mon fils peut voir, répéta-t-il, la voix brisée. Mon fils a toujours pu voir. Il se tourna vers le médecin, une rage meurtrière dans le regard. Qu'est-ce que tu as fait? Avant qu'il ne puisse se jeter sur lui, une voix les interrompit. Nicolas n'a jamais été qu'un lâche. C'est moi qui ai tout manigancé. Sandrine Leroy, son ex-femme, se tenait là, impériale et froide. Je viens simplement veiller sur mes investissements, dit-elle avec un sourire glacial. Nicolas m'a prévenu qu'une domestique un peu trop curieuse posait des problèmes. Je n'aurais jamais cru qu'une simple fille de rien pouvait déjouer un plan aussi brillant. Appelles-tu cela un plan, mentir sur la santé de notre propre enfant? Murmura Stéphane. C'était une nécessité, rétorqua-t-elle. Je n'ai jamais désiré cet enfant. C'est toi qui voulais un héritier. Je te l'ai donné. Mais il était hors de question de ruiner ma vie pour lui. Chloé serra Léo plus fort, comme pour le protéger de cette cruauté. Alors Nicolas et moi avons élaboré une stratégie, si l'enfant présentait une tare, j'avais un prétexte en or pour m'enfuir, poursuivit Sandrine. La mère courage qui ne supporte pas le handicap de son fils. J'ai eu ma liberté et une pension confortable. Mais Léo n'a aucune tare. Comment? Un jeu d'enfant, coupa le médecin. J'ai falsifié les dossiers. On a acheté le silence des infirmières. Et Monique se chargeait de calmer les ardeurs de Léo dès qu'il montrait des signes de vision. Monique? Halta Stéphane, accablé. Une alliée précieuse, confirma Sandrine. 20 ans de service se monnaient, chérie. Et je suis généreuse. Voici mon offre, tu laisses tomber, tu continues à jouer la comédie du père éploré, et je te garantis que rien de tout ça ne s'ébruitera. Pense à ta réputation. Sors d'ici, dit Stéphane, sa voix un fil de glace. Sandrine eut un rire méprisant. Tu es bien naïf. J'ai les meilleurs avocats, un carnet d'adresses long comme le bras. Je peux t'anéantir. Tu peux toujours essayer. J'ai déjà tout perdu, 8 mois de la vie de mon fils. 8 mois irrécupérables, par ta faute. Il se tourna vers Chloé. Donne-le-moi. Chloé lui tendit l'enfant. Stéphane le prit, et pour la première fois, le père et le fils se regardèrent vraiment. Bonjour, Léo, murmura Stéphane, la voix déformée par les larmes. Pardonne-moi de ne pas t'avoir vu. Sandrine les foudroya du regard. La partie n'est pas terminée, Stéphane. Elle tourna les talons, suivie de son complice. Chloé comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. 3 jours plus tard. La vie avait repris ses droits dans la maison. Léo découvrait le monde avec une joie communicative. Stéphane ne le quittait pas d'une semelle. Monsieur Garnier, il faut régler le cas de Monique, dit Chloé. Je sais. C'est aujourd'hui. Stéphane fit venir son avocat, maître Philippe Leclerc. En présence de Chloé, ils exposèrent les faits. L'avocat offrit un marché à Monique, une collaboration totale contre une peine allégée. En pleurs, Monique confessa. Ma fille a un cancer. Les soins sont hors de prix. Madame Sandrine m'a offert de quoi la sauver. Et le sacrifice, c'était mon fils? Demanda Stéphane, la voix brisée. Elle m'a convaincu que c'était pour son bien, pour le protéger des attentes du monde que sa prétendue cécité serait un bouclier. J'ai voulu y croire. Monique signa une déposition complète. Maître Leclerc referma son dossier. C'est suffisant. Ils seront poursuivis au pénal. Quant à vous, Monique, vous devrez témoigner.
Vous avez jusqu'à demain pour partir, décréta Stéphane. Je ne veux plus jamais vous voir. Le soir même, en allant coucher Léo, Chloé aperçut une enveloppe sur le bureau. L'écriture de Sandrine. Profite bien de ta victoire, Stéphane. Mais ce n'est pas fini. Garde un œil sur ton fils. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Le sang de Chloé se glaça. Elle se précipita chez Stéphane. Monsieur, regardez ce que j'ai trouvé. C'est Monique, s'exclama Stéphane. Ou un autre complice, souffla Chloé. Soudain, un cri. Celui de Léo, mais il ne venait pas de sa chambre. Il venait de l'extérieur. Le berceau était vide. Ils se ruèrent dans le jardin. La porte-fenêtre était entr'ouverte. Près de la fontaine, une silhouette encapuchonnée serrait le bébé contre elle. « Lâchez mon fils !» hurla Stéphane. La personne se retourna. Chloé reconnut Manon Petit, une ancienne nounou. « Sandrine m'a payé. Elle m'a dit de me tenir prête à récupérer l'enfant si les choses tournaient mal. Elle a de quoi me détruire. Si je n'obéis pas, ma vie est finie. » La jeune femme eut un instant d'hésitation. Stéphane en profita pour se jeter sur elle. Elle hurla, bascula. Léo fut éjecté de ses bras. Chloé se jeta au sol et le rattrapa in extremis. Stéphane maîtrisa la femme tandis que les agents de sécurité arrivaient. « On dirait qu'on lui a fait une piqûre !» s'écria Chloé en voyant une marque rouge sur le cou de Léo. Au même instant, Léo s'arrêta de pleurer. Ses paupières s'abaissèrent. Son corps devint flasqué d'une pâleur mortelle. « Appelez les urgences !» hurla Stéphane. À l'hôpital, l'attente fut une torture. Finalement, un médecin vint à leur rencontre. Il a reçu une forte dose de sédatif, du clonazépam. C'est extrêmement dangereux, mais vous avez été rapide. Nous avons fait un lavage d'estomac et administré l'antidote. Il est hors de danger. Stéphane s'affaissa contre le mur, secoué de sanglots. 2 jours plus tard, Léo quitta l'hôpital. La propriété était désormais sous haute surveillance. Maître Leclerc apporta les dernières nouvelles. Sandrine s'était réfugiée en Suisse. Un mandat d'arrêt international courait contre elle. Le docteur Bertrand était sous les verrous. Sa carrière était terminée. Monique avait coopéré et échapperait à la prison, mais serait condamnée à des travaux d'intérêt général. Sandrine était déchue de ses droits parentaux. Stéphane obtenait la garde exclusive. Le dossier médical de Léo était purgé de tout mensonge. « Vous avez sauvé mon fils », dit Stéphane à Chloé. « Vous m'avez rendu un trésor que je croyais perdu. Restez, je vous en prie. Pas comme employé. Comme un membre de notre famille. Léo a besoin de vous. Et moi aussi. » 3 mois plus tard. Le procès de Sandrine Leroy défraya la chronique. Elle écopa de 12 ans de réclusion criminelle. Léo fêta son 2e anniversaire, baignant dans l'amour. Chloé était devenue sa mère de cœur. La demeure, jadis si froide, était pleine de joie. « Papa » articula Léo en posant sa main sur la joue de Stéphane. C'était son premier mot. « Oui, mon fils. Je suis ton papa. Et je serai toujours là. » Mais le soir venu, en bordant le lit de Léo, Chloé avisa une enveloppe blanche. Elle l'ouvrit. 12 ans, ce n'est pas si long. Et une mère n'oublie jamais son enfant. Un frisson la parcourut. Elle regarda Léo, qui dormait à poing fermé. Elle fourra la note dans sa poche. Elle savait que le cauchemar n'était pas tout à fait terminé. Elle alla à la fenêtre et la verrouilla. Elle était la protectrice de cette famille, et tant qu'elle veillerait, personne ne ferait plus jamais de mal à Léo.